Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel, je vous parle des montagnes suisses. La guerre en Ukraine, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, je l'ai beaucoup suivi avec mes correspondants de France, bien sûr, mais d'Angleterre, de Russie, d'Allemagne, des États-Unis. Et j'aime ce sujet parce qu'il illustre à quel point nos démocraties sont complètement dysfonctionnelles aujourd'hui. Ma question pour toi est très simple. Est-ce que tu as choisi d'aller faire une guerre en Ukraine? Tout le monde se gargarise à la démocratie, les médias, les politiques, tout le monde. Je rappelle, Démos, Kratos, le peuple décide. Est-ce que toi, en tant que citoyen, membre du peuple de ta nation, tu as décidé d'aller faire la guerre en Ukraine? Est-ce que tu as décidé d'envoyer tes enfants se faire trouer la peau sur le champ de bataille? Évidemment pas. Je te rappelle que quand tu élis un représentant, c'est le moment où tu décides que tu ne décideras plus rien. Tu élis un représentant qui prend ses décisions à ta place. C'est le monde à l'envers, c'est l'inverse même des démocraties, c'est l'inverse même de ce que tu souhaites pour toi, pour tes enfants. Aujourd'hui, nos politiques nous proposent d'aller potentiellement faire une troisième guerre mondiale. Parce que si on est tous coalisés dans le monde occidental pour aller lutter contre la première puissance nucléaire mondiale, c'est une troisième guerre mondiale. Or, en première année de sciences politiques, les étudiants apprennent tous qu'une puissance nucléaire ne perd pas une guerre. Je répète, une puissance nucléaire ne perd pas une guerre. Et ça rime. Essaye de t'en souvenir. Parce qu'apparemment, nos politiques, eux, ils ont oublié ce qu'on apprend aux étudiants en première année de sciences politiques. Est-ce que ces politiques sont tombés sur la tête? Est-ce que, alors que la Russie fait partie de l'Europe, et notre partenaire principal pour l'énergie qui fait tourner notre industrie, est-ce qu'on va aller faire une guerre contre les gens qui nous fournissent l'énergie, entre guillemets, à bas prix? J'étais l'autre jour au téléphone avec un proche qui me dit « Mais quand même, ces communistes, on en a marre, il faut les empêcher. » Mais, attendez, il a 20 ans de retard. La Russie, c'est plus des communistes, c'est une économie de marché. Moscou est une des capitales les plus propres d'Europe, les mieux organisées d'Europe. Les routes sont parfaites. Quand vous circulez à Paris, à Londres ou à New York, si vous êtes en mobilette, vous devez faire un peu attention, il y a des nids de poules partout, vous allez vous casser la gueule. En Russie, c'est nickel. Les services publics sont tous digitalisés, disponibles instantanément. Il n'y a pas d'insécurité dans les rues, il n'y a pas de mendiants. C'est la Russie. C'est des gens qui sont super intelligents. C'est des gens qui, comme me disait un de mes amis dans le domaine du renseignement, il a été très actif, il a travaillé dans le renseignement russe, avec des Français, avec des Israéliens essentiellement. Il me disait, ce qui est incroyable avec les Russes, c'est que quel que soit le sujet qu'on aborde, ils ont un tiroir avec la stratégie qui est déjà préparée. Alors ils disent, voilà, tu parles de la guerre avec des Américains qui font la guerre en Syrie, en Irak, en Afghanistan, ils ont déjà tout prêt. Ce sont des stratèges. Je rappelle que nous, pendant qu'on joue au Monopoly, aux dames, voire à la roulette ou au poker à Las Vegas, eux, ils jouent aux échecs. Ce sont des stratèges. C'est leur sport national, les échecs. Et ça vous forme le cerveau. Parce que si vous n'avez pas au minimum les 20 ou 30 stratégies principales que vous conjuguez les unes avec les autres et que vous voyez pas au minimum 5 à 10 coups en avance, allez faire un tour en vélo, faites du ski comme nous ici en Suisse. Mais arrêtez de jouer aux échecs. Donc, c'est des gens qui sont supérieurement organisés. C'était les premiers dans l'espace, à avoir envoyé des êtres humains dans l'espace, les premiers satellites. En plus, avec 3 bouts de ficelle et un carton.
J'exagère, mais ils sont comme ça, ils produisent les meilleurs mathématiciens, les meilleurs physiciens, ils sont au top, ils ont oublié d'être bêtes, comme on dit souvent. Ce sont des Russes, c'est la Russie. J'en viens à l'aspect militaire. Qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale? Vous pensez peut-être que c'est les Américains, les Anglais, les Français? Non, c'est les Russes. Parce que sur 53-54 millions de morts, toutes nations confondues, Américains, Allemands, Français, Anglais, Japonais et autres, Holocauste compris, les Russes totalisent 27 millions de morts. Donc, à eux seuls, ils totalisent plus de la moitié des morts de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont été les premiers à défaire l'armée nazie, l'armée d'Adolf Hitler, d'abord à Stalingrad, qui a duré pas loin de 900 jours, je le rappelle, il y a même un livre qui a été écrit qui s'appelle « Les 900 jours de Stalingrad » que je recommande. Et ensuite à la bataille de Koursk, qui est une bataille de chars, une bataille de blindés, dans laquelle les Russes ont défait l'armée allemande une deuxième fois. À Stalingrad, la 6e armée du général von Paulus, qui a même été monté en grade comme maréchal au moment où il signait le traité de reddition sans condition. C'est les Russes qui ont gagné la guerre, c'est les Russes qui en sortent grandis. C'est les Russes qui ont gardé la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, etc. sous leur joug à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes ne perdent pas de guerre. Alors ensuite, ils ont négocié, ils se sont retirés de tous ces territoires et ils ont respecté leurs accords. Alors que nous-mêmes avons été placés, nous, les forces de l'OTAN, nos missiles, nos systèmes d'armes, à la frontière même de nos amis russes. Bon, ils l'ont accepté parce qu'encore une fois, ce sont des stratèges. Donc ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils avaient beaucoup d'intérêts économiques à partager avec l'Europe et que c'était ce qui allait maintenir la paix. Mais est-ce que vous pensez un instant que si des Russes avaient été voir nos amis canadiens ou mexicains émettre des cruise missiles ou l'équivalent d'armes nucléaires à la frontière des États-Unis, ils ont essayé avec Cuba. C'était une crise qui a failli déclencher une guerre nucléaire globale. Jamais ça n'arriverait. Les Russes, ils ont accepté, mais ils ont dit « pas l'Ukraine, s'il vous plaît ». L'Ukraine, c'est une partie historique de la Russie. Il y a une énorme communauté russophone. L'Ukraine, c'est un truc qui a été fabriqué en 1922 par des gens qui se sont réunis à Paris et à Londres essentiellement, puis qui ont tracé à la règle, littéralement, les frontières. Et si vous regardez l'Ukraine, ben, dans le haut, en haut, à gauche, ben, vous avez une partie polonaise, vous avez une partie hongroise, etc., etc. Donc, d'un point de vue des frontières linguistiques, c'est n'importe quoi. Mais, j'en viens encore une fois à la guerre. Aujourd'hui, on a des stratèges russes qui sont en face des forces de l'OTAN, donc de forces démocratiques, entre guillemets, occidentales, qui ont pris pas mal de territoires à un moment donné, qui ont reculé ensuite pour mettre en place littéralement une barrière d'artillerie qui permet de hacher menu toutes les forces qui viennent à leur rencontre. C'est une horreur. Une horreur. Et puis les médias nous expliquent qu'ils n'ont pas assez de munitions, que ceci, que cela. Mais c'est monstrueux comme mensonge. Les gars, ça fait une année qu'ils ont relancé leur appareil militaro-industriel. Ça fait une année. Ils ont des milliers de chars contre les quelques centaines de chars que nous, on va envoyer. Ça veut dire un truc tout simple. C'est que nous-mêmes allons véritablement nous. On va envoyer les Ukrainiens mourir pour des raisons qui sont essentiellement financières, parce que quand on relance le complexe militaro-industriel des États-Unis, ben évidemment, tout de suite, l'économie se porte mieux. Donc, on entretient les conflits en permanence. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les Russes, ils attendent et ils voient venir. Ils détruisent à l'artillerie l'ensemble des
matériaux, enfin, du matériel de guerre envoyé par l'OTAN, c'est une horreur. Et non seulement ils ont relancé leur complexe militaro-industriel, mais en plus ils ont restructuré leur économie. Parce que grâce aux sanctions qu'on leur a imposées qui empêchent de transmettre du gaz, du pétrole par exemple, on a fait sauter Nord Stream 2. C'est les Américains et les Anglais qui ont fait sauter Nord Stream 2. Parce que je rappelle une chose ici, c'est que le premier compétiteur économique des États-Unis, c'est pas la Chine, c'est pas l'Inde, c'est l'Europe. Si on empêche l'Europe de dealer avec son partenaire naturel, la Russie, pour acquérir l'énergie, le gaz essentiellement, mais le pétrole, ben, ça à qui ça profite? Aujourd'hui, on achète du gaz de schiste américain à 4-5 fois le prix par calories apportées que ce que nous vend la Russie. Je vous dis, c'est juste insensé. Et mettre des sanctions contre la Russie, ben oui, le très pauvre niveau des stratèges européens pensent que ça va fonctionner. Mais je vous rappelle une chose, les Russes sont les premiers producteurs de gaz au monde. Ils sont deuxième producteur de pétrole, mais en termes de réserve, ils sont vraisemblablement premiers parce qu'il y a toute une partie de la Sibérie qui n'a pas du tout été investiguée en termes des réserves de pétrole. Ils sont les premiers en fer, ils sont les premiers en bauxite pour l'aluminium, ils sont les premiers en uranium pour nos centrales nucléaires. On pense toujours que c'est les Chinois qui sont les premières réserves de terres rares pour nos appareils électroniques et autres, voilà. Mais en fait, non, c'est les Russes qui ont les plus grandes réserves de terres rares. Simplement, ils ont refusé de polluer leur pays en allant les exploiter. Ce que les Chinois s'en foutent, puisque de toute façon, la Chine est une dictature dans laquelle les pauvres citoyens n'ont rien à dire. Donc, les Chinois produisent aujourd'hui, évidemment, beaucoup plus de terres rares. Mais en termes de réserves, c'est les Russes qui est le plus grand territoire de la planète, devant le Canada, les États-Unis, la Chine ou qui que ce soit. Donc, la Russie est une économie qui se suffit à elle-même par bien des côtés. J'en reviens à la partie militaire. Quand on veut faire la paix, on n'envoie pas d'armes. Quand on veut faire la paix, on envoie des tables de négociation avec des chaises, quitte à attacher les belligérants sur leurs chaises et leur interdire de se lever, de dévisser leur cul de leur chaise avant qu'ils aient signé un traité de paix. Les armes, ça sert à faire la guerre, ça sert à tuer, ça sert à entretenir les conflits. Mais c'est pas possible. On est responsable de ça. On n'envoie pas d'armes. La réponse est non. On n'envoie pas d'armes, on envoie des tables de négociation et on oblige les gens à s'asseoir autour. Quand on est contre la guerre, voilà ce qu'on fait. On oblige à signer un traité. Et je rappelle ici que Poutine, pour l'essentiel, il a respecté les traités qui ont été signés. À un moment donné, à force de se faire bombarder des populations russophones, il a dit « Ok, accord de Minsk, très bien, on va faire ça ». Donc, en principe, les Allemands et les Français étaient chargés de contrôler de leur application, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, ça veut dire qu'en 2013 et 2021, disons, il y a à peu près 13 000 morts dans les populations civiles russophones dans le Donbass. Poutine, il est revenu à la charge des dizaines de fois en disant qu'il fallait respecter les accords de Minsk et ceci et cela. Ben, personne ne l'a entendu, personne ne l'a écouté, parce qu'il n'y a pas d'intérêt financier à maintenir la paix. On ne va pas quand même faire quelque chose qui empêche nos complexes militaro-industriels et donc nos économies de tourner. Donc, encore une fois, c'est pour des raisons financières. Aujourd'hui, Poutine a près de 80% d'opinion favorable dans sa population. Nous, en Occident, si on doit essayer de retrouver un moment où un dirigeant a eu 80% d'opinion favorable, il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale ou avant. Je ne me souviens pas, je n'ai pas recherché, je m'en fous, en fait.
Mais le fait est que Poutine, il a 80% d'opinion favorable. Est-ce que c'est parce que les Russes sont tous des cons? Mais je viens de vous décrire ce que c'est que la population russe, les meilleurs mathématiciens, physiciens et autres, les meilleurs joueurs d'échecs de la planète, c'est évident. Ce sont des gens intelligents. Ils ont compris que Poutine il respecte les traités qu'il signe et que l'Occident ne les respecte pas. On ne les respecte pas. Et c'est toi qui es responsable, c'est moi qui suis responsable de ça. Parce qu'on ne tient pas nos démocraties sous contrôle. Et c'est pour ça qu'on reviendra dans d'autres vidéos sous les amendements constitutionnels qu'on doit mettre en place pour refaire de nos démocraties quelque chose de fort. Et voilà. Ogive nucléaire, j'ai dit que j'en reparlerai. Aujourd'hui, les Russes ont une technologie de vecteur pour délivrer des armes nucléaires, des ogives nucléaires, qui a 10 à 15 ans d'avance sur tout ce que fait l'Occident. Ils sont capables de vous mettre en place des planeurs hypersoniques qui vont à des vitesses comprises entre Mach 12 et Mach 24 pour délivrer en 206 secondes des ogives nucléaires ou conventionnelles au-dessus de Paris et en moins de 215 secondes des ogives nucléaires ou conventionnelles au-dessus de Londres. Et comme j'aime à le rappeler, le TGV de Paris à Londres va très vite. Ah ouais, mais il fait un peu plus que 10 secondes. La technologie russe aujourd'hui, elle est capable de ça. Et c'est contre ces gars-là que nos politiques ont le projet de faire une guerre. Mais vous êtes tombés sur la tête, les gars? Ils ont aujourd'hui, grâce à des torpilles sous-marines à cavitation, la possibilité de délivrer des charges nucléaires plus rapidement sous l'eau qu'un avion de ligne en haute atmosphère. Ils sont capables de vous mettre une torpille sous-marine à Mach 1,2, 1,3, avec une charge nucléaire qui va, si elle explose à moins de 3, 4, 5 km de n'importe quel navire de guerre, les meilleurs, les plus beaux porte-avions, vous éradiquez une flotte en moins de temps qu'il faut pour le dire. Les images sont sur YouTube, hein, vous pouvez aller regarder parce que nos amis américains avaient fait des essais de détoner des charges nucléaires sous l'eau et ils avaient mis plein de petits bateaux autour, des gros, des petits, etc. C'est l'hécatombe. Le tsunami généré par une charge nucléaire qui explose à quelques dizaines ou 100, 150 mètres sous l'eau, c'est une véritable horreur. Et encore une fois, c'est contre des gens qui possèdent ce genre de technologie que nos politiques nous proposent. On le projet pour toi, pour moi, pour mes enfants, d'aller faire la guerre. Mais attendez, je crois que je vais arrêter là. Je vais arrêter là parce que tu en as déjà plein la tête. Et puis, ça doit être tellement douloureux de se sentir trahi par tes médias, par ton gouvernement, par tes politiques, qui n'ont rien compris à la situation géostratégique. Hein? Je te demande juste d'essayer de digérer ce que je t'ai rappelé là, et puis de te rappeler une chose. On est tous contre la guerre. On est tous contre la guerre. Mais la question que j'ai pour toi, qui est-ce qui l'alimente? Qui est-ce qui déverse l'argent nécessaire à la soutenir? Qui en est le véritable responsable? J'ai même pas envie d'entrer dans l'histoire des sanctions qui tuent l'Europe aujourd'hui. Encore une fois, qui est le principal compétiteur des États-Unis, qu'on le veuille ou non. Les sanctions ne tuent pas les US, ne tuent pas les Russes. Au contraire, ça renforce leur économie. Je reviendrai sur l'histoire du rouble et la façon dont Poutine, très intelligemment, l'a rendu convertible en or pour rassurer ces populations sur la valeur réelle de leurs économies. Nous, on a une inflation galopante et tout. Enfin bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que je sais que c'est douloureux de comprendre qu'on a été trahi, que nos systèmes gouvernementaux sont dysfonctionnels. Mais réécoute tout ou partie de la vidéo si tu en as envie. Essaye de digérer ta douleur. Essaye de digérer l'inconfort, l'horreur que tout ça représente. Et à toi.
Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.